Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien durant cette période difficile pour notre pays ainsi que pour le monde entier. Donc, j'ai décidé de préparer des séances vidéo pour vous expliquer euh, le contenu du cours qui nous reste durant ces 2 ou 3 séances. Et on va commencer aujourd'hui par une séance vidéo qui va vous expliquer. Premièrement, on va d'abord faire un rappel de ce qu'on a fait les 2 dernières séances, et après on va expliquer les onduleurs, donc le principe des onduleurs. Donc, comme j'ai dit, donc, on va commencer par un rappel du cours. Le chapitre 4, ça veut dire les convertisseurs statiques. Alors, on a dit qu'un convertisseur statique est un montage qui est réalisé à base d'interrupteurs à semi-conducteurs, c'est-à-dire transistors, diodes, thyristors, donc on va voir après. Alors, son rôle, c'est réaliser un transfert d'énergie entre une source d'alimentation et un récepteur, une charge. Donc, un transfert d'énergie. La source d'alimentation, elle peut être alternative ou continue, comme on a vu, et le récepteur, la charge, elle aussi, elle peut être alternative ou continue. Et éventuellement, on peut ajouter une commande convenable pour permettre de régler ce transfert d'énergie. On effectue une mesure, et on a d'abord des signaux de commande pour permettre de régler l'énergie qui est transférée de l'alimentation vers la charge. Exemple très simple, ce sont des variateurs de vitesse. Donc, puisqu'on a dit il y a 2 types de sources d'alimentation et 2 types de charges, donc on retrouvera 4 types de convertisseurs statiques. Donc, on voit bien les 2 types de sources et les 2 types de récepteurs. Sachant que, comme on a dit, tout ce qui est continu est caractérisé par sa valeur moyenne, et tout ce qui est alternatif est caractérisé soit par sa valeur efficace, soit par sa fréquence. Donc, le premier cas de figure, on a une source alternative de secteur, on a un récepteur continu. Donc, pour faire le transfert d'énergie entre cette source alternative et ce récepteur continu, on utilise les redresseurs. Deuxième cas de figure, on a une source continue avec une valeur moyenne constante, et on veut transférer cette énergie vers un récepteur qui a besoin d'une valeur moyenne différente de l'entrée ou une valeur moyenne qui est réglable, variable. Donc, on utilise pour ça un hacheur. Troisième cas de figure, donc on a une source de courant continu et un récepteur alternatif. Donc là, on va utiliser un onduleur. Et le quatrième cas de figure, on a une source alternative caractérisée par une valeur efficace et une fréquence, et un récepteur qui a besoin d'une autre valeur efficace ou d'une autre fréquence de fonctionnement. Alors à ce moment-là, on va utiliser un gradateur. Donc, en résumé, 4 types de convertisseurs statiques, les redresseurs, les onduleurs et les hacheurs. Dans ce cours, on prévoit de voir les redresseurs, les onduleurs et les hacheurs. Concernant maintenant les composants semi-conducteurs dont on a parlé et qui permettent de réaliser ces convertisseurs statiques. Pour ces composants, il y a 4 grands types de composants en électronique de puissance. Donc, les composants. Soit on va utiliser un transistor bipolaire, NPN ou PNP. Donc, dans ce cas de figure, je représente un NPN. Alors, en électronique de puissance, on va considérer tous les composants en régime de commutation et on va les idéaliser. Maintenant, ça va prendre des composants idéaux. Donc, par exemple, un transistor bipolaire, pour le rendre bloqué, on doit le commander avec une tension base émetteur, une tension de commande qui est inférieure à 0,7. C'est-à-dire soit nulle, soit négative. Puisqu'en système embarqué, vous aurez utilisé une commande numérique, donc l'équivalent de ça, c'est une commande avec un niveau bas. Donc si on commande la base avec un niveau bas, c'est-à-dire 0 volts, le transistor sera bloqué. Donc il sera équivalent à un interrupteur ouvert. Maintenant, si on veut le saturer, c'est-à-dire le rendre équivalent à un interrupteur fermé, là, on va le commander avec un courant de base qui est supérieur à IC sur bêta. On a vu que le IC dépendra de la charge qu'on veut commander. Du point de vue tension, donc on va le commander avec un niveau logique haut. C'est-à-dire, si on applique ici 5 volts, niveau logique haut, ou 3,3 volts, le transistor sera saturé, donc équivalent à un interrupteur fermé.
Donc ça, c'est le premier composant semi-conducteur utilisé en électronique de puissance. Le deuxième composant qui est utilisé, c'est le transistor MOSFET, type N ou type P. Même chose ici, on a NPN ou PNP, là on a type N ou type P. Pour le type N, que je vais rappeler durant cette séance, donc la principale différence, c'est qu'il est vraiment commandé en tension. C'est un composant qui est commandé en tension. Il n'a pas besoin d'une commande en courant. On a dit ça en cours. C'est-à-dire qu'il consomme moins. Donc pour le bloquer, très simple, on lui applique une tension nulle, niveau logique bas. Il est bloqué, interrupteur ouvert. Pour le rendre saturé, on lui applique une tension positive, c'est-à-dire niveau logique haut. Donc sa commande, en régime de commutation, elle est plus directe et plus facile à réaliser que le transistor bipolaire. Le troisième composant, c'est le thyristor. Donc là, on augmente un petit peu en puissance. Le thyristor, c'est quoi le thyristor? C'est une simple diode. Donc on a vu que la diode est conduite quand la tension est positive. C'est-à-dire le courant direct. Elle est bloquée quand la tension est négative. Mais qu'est-ce qu'on ajoute à cette diode? Une gâchette. C'est-à-dire un signal de commande. Ça veut dire le thyristor, quand la tension VAK est négative, il est toujours bloqué. Il n'a aucune chance de conduire, même si je lui applique une impulsion de la gâchette, on a vu. Alors, maintenant, quand la tension VAK est positive, là, il peut conduire. Il peut être amorcé, on parle d'amorçage. Mais quand est-ce qu'il va conduire? Si on applique ici une impulsion de gâchette. En résumé, le thyristor conduit sous deux conditions. Première condition, la tension doit être positive et je dois appliquer une impulsion de gâchette. Quand est-ce qu'il va être bloqué? Automatiquement quand le courant s'annule ou la tension devient négative. Maintenant, pour contrer ce problème ou pour trouver une solution à ce problème du thyristor, c'est-à-dire il est toujours bloqué quand la tension est négative, on utilise un quatrième composant, le triac. Le triac, dans son architecture, c'est deux thyristors. Juste, il y a des thyristors qui sont montés en tête bêche et qui ont la même gâchette de commande. À ce moment-là, voilà son symbole. Donc, ce thyristor-là, il va conduire quand les tensions est positive, quand la tension est positive, à condition d'appliquer une impulsion de gâchette. Et le deuxième thyristor, il va conduire quand la tension est négative. Là aussi, à condition qu'on applique une impulsion de gâchette. Donc voilà un résumé des trois ou des quatre composants en électronique de puissance qu'on va utiliser. Bipolaire, MOSFET, thyristor et triac. Maintenant, jusqu'à présent, on a vu, grosso modo, deux grands types de redresseurs. On a vu les redresseurs. Je m'excuse, trois grands types de converteurs statiques. Donc, on a vu les redresseurs commandés, les redresseurs non commandés et les hacheurs. Donc, comme rappel, on va commencer par les redresseurs non commandés. Alors, le redresseur non commandé, le composant de base de ces redresseurs non commandés, c'est la diode. La diode, elle conduit quand la tension est positive, courant direct. Elle est bloquée quand la tension est négative, courant inverse. Il arrive de ce côté. Donc, il y a deux types de redressement non commandés. On a vu le redressement non alternance, une simple diode. Donc, les chronogrammes, on les a vus en détail. Donc, l'entrée est alternative. Regardez la sortie et elle est continue. Et je vous rappelle, une tension continue par définition est une tension qui ne change pas de signe. C'est-à-dire une tension continue n'est pas toujours constante, mais une tension constante est toujours continue comme on a dit. Donc voilà, on récupère à la sortie une tension continue qui est caractérisée par sa valeur moyenne, qui est égale à V racine 2 sur pi, avec V, la valeur efficace de la tension d'entrée. On reste fidèle dès que je le le continu, c'est caractérisé la valeur moyenne, ou l'alternative, c'est caractérisé la valeur efficace. Donc la valeur moyenne de la sortie, elle est égale à la valeur efficace de l'entrée, ou racine 2 sur pi. D'accord? Et la valeur efficace de U de T, donc, pour l'anecdote, elle est donnée ici. Maintenant, la tension maximale supportée par la diode. Donc, si on remarque la diode, quand elle est conductrice, c'est nul. Quand elle est bloquée, on lui applique une tension négative. Pourquoi ça, c'est important? C'est V fois racine 2. C'est pour le choix. Donc, quand on voudra choisir la diode, on va faire ça quand on va faire les TP. Donc, il faut faire attention à ce qu'elle supporte en inverse, V fois racine 2. Maintenant, le double alternance. Donc, qu'est-ce qu'on utilise dans le double alternance? Un pont de Kretz. On a vu que, je vous ai montré ce pont de Kretz. Donc, de Kretz, c'est 4 diodes.
mais qu'on ne réalise pas physiquement. Donc, c'est un circuit intégré avec 4 broches qui contiennent les 4 diodes à l'intérieur. Donc, il a une entrée alternative, il a une sortie continue. Donc, la différence entre ces deux montages, c'est du point de vue sortie, on a toujours une tension continue, mais à la différence du mono-alternance qui supprimait l'alternance négative, celui-là, il la rend positive. Et comme ça, j'exploite toute l'énergie du signal d'entrée. Donc, et ça se voit dans la valeur moyenne, c'est le double de la valeur moyenne du mono-alternance. Donc, voilà la différence entre ces questions de valeur moyenne. On a plus de puissance avec un double alternance qu'avec un mono-alternance. Donc, ça, c'est le redressement non commandé. Pourquoi on l'a dit non commandé? Vous vous rappelez bien quand j'ai dit la définition, la définition des converteurs statiques, on a, ils transfèrent l'énergie, l'alimentation du récepteur, ou éventuellement, qu'ils نديروا واحد la commande من التحت باش نكونتروليو هاد الترانسفير. هنا في هاد لي مونتاج il n'y a pas cette commande. On ne contrôle pas ce transfert. Le transfert il est fixe, c'est-à-dire la valeur moyenne à la sortie, je ne peux pas la contrôler, elle est constante. Alors, c'est ça, non commandé. Non commandé, ça veut dire que j'arrive pas à contrôler, à régler la valeur moyenne de la tension de sortie. Alors, c'est quoi un redressement maintenant commandé? Donc, je m'excuse, donc avant ça, donc on va voir une application des redressements non commandés cette fois. Donc, comme on a dit, ils ne sont pas commandés. C'est l'alimentation stabilisée. Donc là, on a vu l'alimentation stabilisée, il y a un transfert, il y a 4 blocs. Donc là, si Dieu le veut, on va essayer, c'est l'un des premiers TP qu'on va voir dans l'écran de puissance. Donc le premier bloc, c'est un bloc de transformation. Son nom peut nous induire en erreur, on ne transforme pas le signal avec la transformation. Qu'est-ce qu'on fait comme transformation? On diminue l'amplitude. Le signal reste toujours alternatif. Donc c'est un transformateur. Il est caractérisé par une valeur efficace à la sortie. Donc cette valeur efficace dépendra de la tension de sortie qu'on veut avoir à la sortie de l'alimentation régulière. Donc ça, c'est un dimensionnement qu'on a fait dans le cours. Donc la première fonction, c'est de transformation. Donc il permet de diminuer l'amplitude de la tension alternative à l'entrée, et en général la tension secteur. Deuxième bloc, le redressement. Il permet de convertir la tension alternative en tension continue. C'est un point de Grèce. Après le redressement, j'utilise un filtrage à base de condensateur qui permet avec sa charge et sa décharge d'avoir une tension avec des ondulations, une tension presque constante, avec des ondulations plus ou moins importantes qui dépendent de la valeur du condensateur. Et dans le cours, on a donné la relation qu'il y a entre la valeur des ondulations et la valeur du condensateur. On revoit le cours. Et le dernier bloc, on veut réguler cette fois. Donc un régulateur, donc à base un régulateur intégré, donc c'est un circuit intégré qui permet de fournir une tension constante à la sortie. Donc sa référence dépendra de la valeur de la tension de sortie qu'on veut. Si on veut 5 volts, on va vers 78,05. Donc on aura ici 5 volts à la sortie. 78,12, on aura 12 volts à la sortie. Donc et ainsi de suite. Donc cette diode-là permet de protéger le condensateur, le régulateur quand il y a une charge capacitive. Donc toute décharge via le régulateur risque de le détruire. Donc on fait ce condensateur, cette diode-là, pour éviter la destruction du régulateur en cas d'une charge capacitive. Donc voilà, transformation, redressement, filtrage et régulation. Bien sûr, pourquoi on dit régulateur? Parce qu'il va nous assurer d'avoir une tension constante, quelle que soit la charge. Même si la charge change, donc la tension va rester constante. 118,12, il va donner 12 volts, quelle que soit la charge. C'est le courant qui va changer au niveau de la charge. Donc voilà pour cette application typique du redressement non commandé. Maintenant, le redressement commandé. C'est quoi le redressement commandé? On change de composant semi-conducteur. Au lieu de la diode, on va utiliser un thyristor. Alors ce thyristor-là, donc, il va remplacer la diode et il devient commandé. Donc il y a une gâchette, donc on aura un circuit de commande. Alors qu'est-ce qu'on va commander? On va commander le moment qu'on appelle l'angle d'amorçage, cet angle-là, cette durée alpha. Le moment à partir duquel le thyristor peut conduire. Donc ça veut dire l'impulsion qu'on va appliquer à la gâchette, on va l'appliquer au moment alpha, à l'instant alpha, l'angle alpha, l'angle d'amorçage. Avant alpha, le thyristor est bloqué, 0. U égale à 0.
bloqué, I égale à 0, U égale à 0. Donc, après l'impulsion de déclenchement, donc, on récupère une tension continue. La même chose ici, un retard alpha, de pi plus alpha. Donc, vous remarquez, si on compare ça avec la valeur moyenne mono-alternance, la différence, c'est que cette valeur moyenne, la surface, la valeur moyenne, elle est contrôlée par alpha. Donc, ça devient commandé, devient contrôlé. Et la formule devient la suivante. Avant, on trouvait V racine de 2 sur pi. Maintenant, V racine de 2 sur pi fois 1 plus cos alpha sur pi. Ça, c'est la valeur efficace, anecdotique, et la valeur de tension maximale supportée par la durée. Alors, pour le double alternance, donc si on veut vérifier par exemple pour alpha égale à 0, on tombe sur un signal mono-alternance non commandé. Alpha égale à 0, on aura 2 sur 2, donc on trouve la formule. Si alpha égale à pi, c'est-à-dire le signal sera nul parce qu'on va donner l'impulsion au niveau de pi, c'est-à-dire c'est en retard. Et l'alternance positive est finie, donc on aura ici 0. D'accord. Maintenant, le deuxième redressement, c'est double alternance. La même chose. On va utiliser 2 thyristors au lieu de 4. Donc 2 thyristors parce que dans parce qu'il y aura dans le redressement double alternance, les composants semi-conduits conduisent 2 par 2. Donc soit ce sont ces deux-là qui conduisent, soit ce sont ces deux-là. Donc ce thyristor-là va contrôler l'alternance positive et ce thyristor-là va contrôler l'alternance négative. Et voilà ce qu'on obtient. Donc un signal commandé. La même chose, la valeur moyenne, on retrouve le alpha qui commande la valeur moyenne. D'accord. Maintenant, le, le deuxième converteur statique qu'on a vu sont les hacheurs. Donc les hacheurs, donc on a dit quel est leur rôle. Ce sont des convertisseurs qui convertissent une tension. Donc le redresseur, qu'est-ce qu'il faisait? Il convertissait les tensions, il adaptait ou il transférait l'énergie d'une alimentation alternative vers un récepteur continu. Alimentation alternative, récepteur continu. Ça, c'est le redresseur. Le hacheur, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère l'énergie d'une alimentation continue vers un récepteur continu. Vous me direz, mais où est l'adaptation? Où est la conversion ici? Puisque l'alimentation est continue, le récepteur, ça, ouais, il est continu. Donc, finalement, qu'on a de transfert d'énergie. Donc, le transfert d'énergie sera au niveau de la valeur moyenne. C'est-à-dire la valeur moyenne de la sortie sera différente de la valeur moyenne de l'entrée. Pourquoi? Parce que le récepteur, par exemple, un moteur à courant continu, il aura besoin d'une valeur moyenne variable pour pouvoir contrôler sa vitesse. Et comment je peux faire ça? J'ai une pile, par exemple. La pile, il a une valeur moyenne constante. Si j'alimente directement le moteur, la vitesse du moteur sera constante elle aussi. Donc, pour pouvoir varier cette vitesse, je mets au milieu, entre la pile, donc entre la pile, par exemple, qui est là, et le moteur qui est là, je mets un hacheur. Donc, comme ça, ce hacheur-là va contrôler la valeur moyenne qui va attaquer la charge, qui est le moteur dans ce cas-là. Et à ce moment-là, je vais varier sa vitesse. Donc, comment fonctionne le hacheur? On a vu. Donc, c'est un hacheur série, un simple transistor, un commutateur ici, avec un circuit de commande. Et j'avais insisté sur les masses communes. Donc, le circuit de commande doit avoir la même masse que la tension d'alimentation de la charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on commande le hacheur avec un signal PWM, c'est-à-dire un signal à modulation de largeur d'impulsion. Donc, on a vu ça dans le cours. C'est-à-dire, je contrôle la largeur de cette impulsion. Et en contrôlant la largeur de cette impulsion, j'arrive à contrôler, voilà le alpha t, j'arrive à contrôler la valeur moyenne du signal d'entrée. Donc, typiquement, on retrouve la valeur moyenne US, c'est alpha fois U. J'ai oublié de l'écrire ici, donc US, c'est alpha fois U. Alpha, c'est le rapport cyclique. En variant le rapport cyclique alpha, c'est-à-dire la largeur de cette impulsion, en la variant, je vais varier la valeur moyenne de US. Donc, c'est ça l'idée du hacheur. Donc, quand la commande est égale à niveau haut, transistor saturé, donc US égale à U. Voilà. Et quand on commande avec un niveau logique bas, transistor bloqué, donc la sortie égale à 0. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à la sortie? Voilà la sortie, voilà le courant de sortie. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à la sortie? On retrouve un signal continu, mais de valeur moyenne variable. Donc, un signal continu de valeur moyenne variable.
Donc voilà pour le hacheur. Donc n'oubliez pas que ce n'est qu'un résumé, donc on a vu en détail tout ça dans le cours. Deuxième type de hacheur, ce sont les hacheurs qui ne sont pas sériques, ce sont des hacheurs en pont. Donc le pont en H. Donc, le pont en H, donc il a l'avantage il ne contrôle pas uniquement la valeur moyenne qui est transmise à la charge, mais le signe de cette valeur moyenne. Parce que si on revient au premier montage, là, si vous remarquez la tension qui est transmise à la charge, sa valeur moyenne est toujours positive. Donc alpha fois U, c'est une tension constante, valeur moyenne qui est positive. Elle va varier comme ça, mais elle restera positive. Si par exemple j'ai ici un moteur, je ne peux pas contrôler son sens de rotation. Donc il va tourner dans un même sens, puisque la tension restera toujours positive. Pour lui faire changer de sens de rotation, je dois appliquer une tension négative. Donc c'est pour ça qu'on utilise un pont en H. Le hacheur en pont en H, donc qu'est-ce qu'il y a? 4 interrupteurs. Ce sont des diodes de roue libre. Donc on a dit qu'ils protègent les transistors contre la décharge des charges des récepteurs qui sont inductifs comme les moteurs avec des bobines. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commander ces transistors en diagonale. Quand on veut faire tourner par exemple la charge, le moteur, et on va le commander en ligne quand on veut arrêter le moteur. Par exemple, si T1 et T3 sont saturés, donc on a interrupteur fermé, c'est-à-dire le moteur il est court-circuité. Donc UM égale à 0, moteur à l'arrêt. La même chose, si T1, T2 et T4 sont court-circuit, sont commandés, ça veut dire interrupteur fermé, on court-circuit. Maintenant, premier cas de figure, je commande T1 avec T4. Donc T1, T4 sont commandés, T2, T3 bloqués. Donc T1, T4 commandés, voilà le circuit. On obtient ce circuit-là. Et si j'applique la loi des mailles, on aura Vm égale à Vs, donc positif. Le moteur va tourner dans un sens. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, je vais bloquer T1 et T4 et commander T2 et T3. Cette fois, le circuit, la loi des mailles, c'est celle-là. Et quand j'applique la loi des mailles, j'obtiens Vs égale à moins Vm, ou Vm égale à moins Vs, donc une tension négative. Donc, je change le sens de rotation du moteur. Donc, la différence entre un H en série et un pont H, c'est que le H en série, il fait un transfert d'énergie, mais sans contrôler ou sans contrôler le signe de la valeur moyenne. Il contrôle sa valeur, mais il ne contrôle pas son signe. Mais le pont H, il permet de contrôler le signe de cette valeur moyenne, c'est-à-dire soit positive, soit négative, et sa valeur, avec la PWM. D'accord. Donc maintenant, on peut attaquer la nouvelle partie du cours qu'on n'a pas vu encore, c'est les onduleurs autonomes, monophasés. Alors, c'est quoi un onduleur? Donc on a vu au départ, c'est un convertisseur, c'est la même chose. Mais ce convertisseur statique, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit une source d'alimentation qui est continue pour obtenir à la sortie une tension alternative de valeur efficace et de fréquence réglable pour une charge donnée. Ça peut être un moteur triphasé, ça peut être ce que vous voulez, monophasé. Donc voilà, un onduleur est un convertisseur continu alternatif. Pourquoi il dit autonome? Dans ce cas-là, on va voir les comme autonomes. Ça veut dire qu'ils imposent leur propre fréquence à la charge. C'est eux qui imposent la fréquence à la charge. Et on arrive à régler, bien sûr, la valeur efficace. Alors, comment réaliser ces onduleurs? N'oubliez pas. Je résume. Le redresseur, il convertit le transfert d'énergie le continu, même l'alternative, le continu. Redresseur, c'est alternative continu. Hacheur, continu, continu. L'onduleur, continu, alternatif. Donc, comment réaliser un onduleur? Donc, il y a deux types, le demi-pont et le pont complet en pont. Alors, le demi-pont, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, deux commutateurs. Quand je dis des commutateurs, ça peut être des transistors en général, ça peut être des thyristors. Donc, deux commutateurs avec, et c'est là où ce montage est rarement utilisé, deux sources d'alimentation continue. N'oubliez pas, l'onduleur, la source d'alimentation, elle est continue. Et la charge, elle est alternative, le récepteur alternatif. Donc là, c'est un montage qui est rarement utilisé à cause de ce problème-là, parce que deux sources d'alimentation ont besoin. Donc VV. Donc, quels sont comment, كيفاش غنديرو نخدمو هاد المونتاج؟ غنديرو les lois des mailles, les lois de Newton. Moi, je vous montre
Donc, la première chose, loi des nœudiennes. Donc, loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle donne? I égale à I1 moins I2. Donc, I1 dans ce sens, I2 dans ce sens, donc I égale à I1 moins I2. Deuxième relation, c'est la loi des mailles. La loi des mailles, mais le fort. Donc, rajina V moins V1 moins U égale à 0. La loi des mailles, V plus U moins V2 égale à 0. Et la loi d'Ohm, I égale à U sur R. Demandez les lois d'Yen. Après, je vous le principe de fonctionnement. Alors, le principe de fonctionnement, c'est quoi? On va commander, parce que c'est un convertisseur statique qui est commandé, comme tous les convertisseurs, comme tous les onduleurs, on doit commander le moment ou l'instant où on va saturer ou bloquer ces commutateurs. L'instant où on doit les rendre ouverts ou les rendre fermés. Donc, exemple, on veut à la sortie un signal alternatif de période T, par exemple. Alternative de période T. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Premier cas, de 0 à T sur 2, n'oubliez pas, on veut un signal alternatif de période T. Donc, de 0 à T sur 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer K1, voilà, et on va ouvrir K2. Donc là, on va ensemble retrouver les chronogrammes U, I, V1 et I1, au fur et à mesure. Donc, si on ferme K1 et on ouvre K2, donc à ce moment-là, donc, à quoi est égal V1 ici? Donc, elle deviendra égale à 0. À 0. Donc, pourquoi? Parce qu'un interrupteur ferme. Si V1 égale à 0, à quoi est égal U ici? U sera égal à V. Donc, U sera égal à V. U sera égal à V. Et V1 sera égal à 0. V1 sera égal à 0. Maintenant, puisque U égale à V, à quoi sera égal I? I sera égal à I1, parce que c'est le même courant ici. I sera égal à I1 égale à V sur R. Vu la loi des mailles, la loi d'Ohm, I égale à V sur R. Voilà, I égale à V sur R. I1 égale à I. Même courant. Donc ça, c'est entre 0 et T sur 2. K1 fermé. Maintenant, entre T sur 2 et T, on va ouvrir K1 et on va fermer K2. Donc, puisqu'on va ouvrir K1, on va fermer K2, on va travailler avec cette maille. Donc, à ce moment-là, si on fait la loi des mailles, on va trouver V plus U égale à 0. C'est-à-dire U égale à moins V. Voilà. U égale à moins V. D'accord? Et on va trouver V1 égale à V. Pourquoi V1 égale à V? Donc, parce qu'on va faire cette loi des mailles. D'accord? Et on va trouver V1 égale à V. Donc, après, le courant I1 sera nul, parce que cet interrupteur sera ouvert, et le courant I sera égal à moins V sur R. D'accord? Alors là, donc, logiquement, ici, vous devez corriger. Donc, vous devez corriger ici. Logiquement, on a V1 et c'est 2 fois V. V1, c'est 2 fois V. Donc, essayez de corriger ça. 2 fois V. Même dans le cours que je vous ai envoyé, vous essayez de corriger ça. 2 fois V. Donc, V1 sera égal à 2 fois V ici. 2V. Donc, essayez de corriger ça dans le cours. Pourquoi pas? Faisons la loi des mailles. Donc, on aura V, voilà, déjà. V moins V1 moins U. À quoi est égal U, on a dit? U, c'est moins V. Moins V. Ça deviendra plus V. V plus V. C'est 2 fois V. Donc, V1, c'est 2 fois V. Donc, ici, V1, c'est 2 fois V. Donc, vous corrigez dans votre cours. Vous corrigez ici et vous corrigez là. Parce que les chronogrammes ne sont pas encore faits, donc, vous corrigez. Et le cycle recommence. Voilà. Le cycle va recommencer. Donc, n'oubliez pas 2V ici, 2V ici. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a obtenu au niveau de la tension de sortie? Une tension alternative, c'est-à-dire une tension qui change de signe. Et c'est nous qui vont contrôler la période T, parce que c'est nous qui avons commandé, qui ont contrôlé le temps ou la durée de la commande de K1 et la durée de la commande de K2. Mais l'idée, c'est qu'on a obtenu à la sortie une tension alternative. D'accord.
Mais là, l'inconvénient, c'est qu'on a besoin de deux sources d'alimentation. Pour résoudre ce problème, on va utiliser un onduleur en pont. Ça veut dire, ça ressemble beaucoup à un pont en H, d'ailleurs. Donc, ça veut dire, donc c'est 4 interrupteurs. Le même principe qu'un pont en H. Et une seule tension alternative, une seule tension d'alimentation continue. Donc là, on va commander ces commutateurs en diagonale. En premier cas, de 0 à t sur 2, K1 et K4, on, fermé, et ces deux-là, off. Donc voilà la maille, cette maille. Donc quand on fait cette loi des mailles, on obtient V moins U égale à 0. Donc automatiquement V égale à U. Voilà. D'accord? V1 sera égal à 0. Pourquoi? Parce que K1 sera fermé. V1 égale à 0. Fil. Un fil, c'est V1 égale à 0. Et bien sûr, I sera égal à U sur. Et la même chose que I. D'accord? Maintenant, à partir de t sur 2, à partir de l'instant t sur 2 jusqu'à t, de t sur 2 jusqu'à t, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer ces deux-là et ouvrir ces deux-là. Donc, c'est-à-dire la maille deviendra celle-là. Voilà la loi des mailles. Si je fais la loi des mailles, j'aurai V plus U égale à 0. V plus U égale à 0. C'est-à-dire V sera égal à moins U, tout simplement. Voilà. Donc, U sera égal à moins V. Et on aura V1 égale à V. Donc là, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'on va faire cette maille-là. Voilà, cette maille-là. Et on a K2 fermé. K2 on. Puisque K2 fermé, c'est 0 ici. Fil. Donc on aura V1 sera égal à V. Donc là, c'est V1 égale à V. Et on aura I égale à moins V sur R. Et I1 égale à 0. Pourquoi I1 égale à 0? Parce que K1 est ouvert, K1 off. Donc on obtient à peu près les mêmes chronogrammes que le demi-pont. La seule différence, c'est ça. C'est V1. Ici, c'est V. Et pour le demi-pont, c'est 2V, comme je vous ai dit, pour corriger. Donc voilà l'onduleur. Donc si on veut faire un résumé, hein, si on veut faire un résumé, voilà, dans le résumé, il y a ça. Ouais. Dans le résumé, j'ai corrigé ça. Donc voilà, demi-pont, voilà la grandeur de sortie, alternative, et voilà la tension au banc d'un interrupteur, c'est-à-dire la tension. Donc on voit bien que quand il est bloqué, il va supporter 2 fois V. Pour le pont complet, donc quand le commutateur est bloqué, il supporte uniquement V, mais la tension est la même. D'accord? La valeur efficace qui nous intéresse parce que la tension à sortie est alternative, on aura U égale à V. La valeur efficace de la tension de sortie égale à V. La tension d'alimentation continue. Donc voilà pour l'onduleur. Donc les deux types d'onduleurs. Avec ça, on a fini cette séance vidéo. Donc maintenant, on va essayer de passer aux exercices. Donc j'espère que vous consulterez bien cette séance vidéo. Donc pour demain, donc pour la séance de demain, essayez de voir la séance vidéo. Et on va se connecter avec WhatsApp, je serai à vos live et vous poser des questions en fonction de ce que vous n'avez pas compris durant cette séance. Et la deuxième partie, donc on va essayer de faire un TD ou deux TD pour les corriger donc durant cette séance, la séance de demain, qui commencera, je ne me rappelle pas, je pense 9h30 ou 10h, je me rappelle. Donc on va voir. Alors à demain.